Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation du soir. C'est notre première conférence virtuelle en soirée pour Pouce Carré. Je suis Anne-Marie Fortin, je suis en compagnie de Nicolas Aumet. Vous nous connaissez peut-être déjà parce que vous êtes des fidèles de nos présentations. Aujourd'hui, on vous présente donc dans cette conférence du soir 100% documentaire, le corpus de documentaire des éditions de distribution HMH. Donc, distribution HMH, c'est un distributeur qui fait qui distribue les livres de différentes maisons. Il y aura des ouvrages de chez Multimonde, de chez Urtubise et de chez MD. Tous des documentaires qui peuvent s'adresser aux différents groupes d'âge, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Avant de commencer, je vais brièvement vous parler de Pouce Carré quand même, pour que vous sachiez pourquoi. Nous, on fait ça, puis on est en train de vous raconter ces histoires-là. Alors, Pouce Carré, c'est une compagnie que Nicolas et moi avons fondée en février 2022. C'est tout récent. Par contre, on a tous les deux plus de 15 à 16 heures d'expérience dans le milieu du livre et de la littérature jeunesse. On a travaillé même il dit plus, Nico. On a travaillé en librairie, on a travaillé dans les maisons d'édition, on a travaillé dans les milieux associatifs, on a parcouru les provinces et territoires du Québec et du Canada, en fait, les provinces et territoires du Canada pour rencontrer des enseignants aussi dans les différents milieux francophones, pour parler des livres et pour prendre le pouls des réalités dans les milieux institutionnels. Et donc, riche de cette expérience-là, on a lancé Pouce Carré. Parmi nos actions de Pouce Carré, il y a la microdiffusion, c'est ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire qu'on a un distributeur qui nous mandate pour qu'on représente leurs ouvrages auprès des gens qui utilisent ces ouvrages-là. L'idée, c'est vraiment de construire un maillon supplémentaire dans la chaîne du livre et de la littérature pour permettre la rencontre entre la littérature jeunesse et les gens qui l'utilisent dans les écoles puis dans les bibliothèques. C'est donc ce qu'on fait à Pouce Carré. On donne aussi de la formation sur mesure. On se déplace parfois au travers du Canada pour faire des animations flash dans les écoles. Donc, on a toutes sortes d'activités comme ça où on va à la rencontre des jeunes et aussi à la rencontre des professionnels. Alors, pour la petite présentation de qui on est, puis plus individuellement, là, donc moi, je suis Anne-Marie Fortin, puis je travaille, comme je vous le disais, dans ce milieu-là depuis longtemps. Je suis aussi autrice. Et Nicolas, je peux te laisser peut-être une seconde ou deux pour te présenter personnellement aussi. Non, je suis assez ennuyant que non, je, vous le savez ce que je fais. Je suis passionné. Comme Marie, je suis auteur, traducteur, mais surtout, on partage notre passion et puis c'est ça qui on surfe sur cette vague-là. Au moins, tu n'as pas dit comme Anne-Marie, je suis ennuyant et je suis auteur. Non, non, vraiment, on a chacun nos pratiques dans le milieu là, depuis plusieurs années. Alors voilà, aujourd'hui, on vous présente donc un corpus de documentaires. L'idée, c'était vraiment de vous présenter des ouvrages qui peuvent être utilisés, des ouvrages informatifs. Évidemment, le documentaire tel qu'on le rencontre maintenant, il est foisonnant puis il est multiple. On va avoir autant du documentaire classique que du documentaire de fiction, du docu-fiction, du documentaire. Donc, il y a toutes sortes de déclinaisons autour du documentaire qui existent là, dans notre panorama. Aujourd'hui, quand même, ce qu'on va vous présenter appartient peut-être plus au documentaire classique, à moins que Nicolas ait des surprises sous ta table que je ne connaisse pas, mais on est plus dans le documentaire classique, en tout cas de mon côté. Puis là, il faut que vous sachiez qu'on a chacun préparé nos livres. On en a beaucoup trop. Et on ne sait pas ce que l'autre va présenter. Fait qu'on va jouer à une espèce de ping-pong de présentation de documentaire en se relançant, en essayant de vous convaincre que celui qu'on a à présenter est encore meilleur que celui qui vient d'être présenté. Et on a fait ça avant de commencer. C'était vraiment très amusant. Mais surtout, avant de commencer, j'ai sorti quelque chose, un petit bijou que je voudrais vous montrer. Montre-le pas tout de suite, parle-en Non? sans le montrer. Oui, je ne le montre pas. Ça appartient à mon patrimoine personnel. C'est des livres qui existent depuis très, très longtemps. Et c'est les livres qui sont probablement les plus populaires dans les... En fait, ça fait partie des ouvrages les plus populaires au niveau des emprunts dans les bibliothèques scolaires. Alors, c'est vraiment des ouvrages que vous connaissez sans peut-être le savoir, ou en tout cas, vous allez voir que vous connaissez. Je vous raconte la petite histoire, comment ça se fait que j'ai ces deux livres-là. C'est des livres qui datent de 1992. Et en 1992, j'avais 7 ans, faites vos calculs, et ma mère nous organisait, mon frère et moi, une chasse au trésor, aux œufs de Pâques.
Mais ma mère, tu sais, elle ne voulait pas que la chasse de Pâques, ça soit juste des sucreries puis que ça ne serve à rien d'avoir juste mangé des sucreries, tu sais. Donc, ma mère, elle avait décidé d'inclure dans la chasse des choses usuelles. Ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, au milieu d'un arbre, elle avait caché une paire de bobettes. J'étais très, très gênée parce que j'étais sûre que tous les voisins savaient quelle sorte de bobettes je portais. C'est hyper mal à l'aise de ça. Mais ma mère, donc, elle cachait. Mais oui, mais elle s'était dit, ces bobettes sont trouées, je vais y mettre des nouvelles bobettes dans la chasse aux œufs. Puis là, moi, j'ai 7 ans, puis j'ouvre ça, puis je montre mes bobettes aux voisins. On habitait sur un arc de terrain, personne n'a vu ça, mais moi, j'étais sûre que ça y est, mon intimité était bafouée. Et à la fin de la chasse, au lieu de mettre un gros lapin qui coûte bien, bien cher, puis ma mère, elle s'est dit, je vais mettre quelque chose qui va durer longtemps. Ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais ça va durer toute l'année. Et j'avais reçu, donc, avez-vous deviné ce que j'avais reçu en 1992 à la fin de la chasse? On parle du genre documentaire. Non, mais faites-le. On n'est pas Ouais. beaucoup de deviner. Dites-moi Sinon, donc ça. moi, Qu'avais-je reçu? Moi, ils allumer le micro, moi. On a une belle fenêtre de discussion, là. En fait, ce que Anne-Marie a reçu, c'est le livre documentaire français ou anglais qui est le plus emprunté dans les bibliothèques scolaires, quand l'école a la chance d'avoir une bibliothèque, évidemment. Aujourd'hui. Mais ça devait être pas mal les mêmes stats en 1992. Ça n'a pas changé. Est-ce que vous avez une idée c'est quel livre? Ben, mais arrête de rire. Marie-Denise, dis-le au lieu de rire. Ben oui, Marie-Denise, elle Elle rit, sait. mais elle ne dit pas. Ben là, si j'ai bien écouté certaines de vos conférences, ça ressemblerait à des records Guinness, quelque chose comme ça. Alors, ben voilà! Il faut ça- oser dans la vie. tu as tout compris. Et de quoi avait l'air le livre des records Guinness en 1992? Le voici. Je l'ai toujours gardé. Je le connais par cœur. J'aimais de ce livre-là le côté un peu freak show, le côté, tu sais, un peu impressionnant. Mais regardez comment l'information était disposée en 1992. Je vais vous montrer là, la page. Sacre bleu, la page des tarentules. Non, la page de l'homme le plus musclé du monde. Mais regardez l'information. 2 images, puis ben du texte écrit tout petit. J'ai regardé les images. C'est comme les gens qui achètent le Playboy. J'ai regardé c'était pas, moi, c'était pas pour les articles, c'était pour les images. Le monsieur avec le plus de peau résiduelle, celui qui pouvait tenir ses enfants sur sa bédaine, et tout ce texte au travers que je vous avoue ne pas me souvenir avoir déjà lu. Par contre, quand je parcours le livre, je me rappelle très bien des différentes illustrations. Mon frère, qui est devenu ingénieur, évidemment, ça va vous donner une idée de ce que lui a reçu. C'était de 1992, le grand livre des inventions, qui avait aussi la même disposition très, très, très fournie de textes. Ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui, c'est que l'intérêt que j'avais en 1992 pour ces livres-là, c'est un intérêt que les enfants ont encore. Mais les professionnels qui font des livres ont évolué et réussissent maintenant à créer des ouvrages qui sont vraiment bien adaptés aux jeunes. Je vais peut-être juste vous faire un petit clin d'œil pour commencer. Je ne sais pas, Nico, si tu me permets que je présente un premier livre en faisant ça, mais en reparcourant mon guide de 1992, je suis tombée sur la Rafflesia arnoldi. Est-ce que vous savez ce que c'est, Rafflesia arnoldi? C'est la plante qui pue le plus au monde. C'est le lys parasite le plus nauséabond. Et puis, regardez, je me suis amusée parce qu'on a un des livres qu'on avait choisi de présenter aujourd'hui. C'est le livre « Les cycles de la vie », paru chez MD. Là, vous allez voir qu'eux, ils ont vraiment compris comment placer l'information pour qu'elle soit attrayante pour les jeunes. Donc, « Les cycles de la vie », c'est un documentaire sur les cycles de la vie. Et quand on regarde la table des matières, bien, vous allez voir. Alors, on a différentes sections. L'espace, la terre, vous allez voir, on se spécialise un peu. Les plantes et les champignons. Ensuite, il y a les animaux. Et dans chacune des sections, si par exemple, on nous parle des plantes et des champignons, comme par exemple ici où on nous parle de
la même plante qu'on avait dans le livre des records Guinness. Donc ça, c'est un clin d'œil. Hein? Ça marche, le livre des records Guinness? Essayez de chercher des liens entre ce livre que les jeunes utilisent déjà abondamment et les autres documentaires que vous avez ou que vous allez vous procurer. Parce que vous allez pouvoir partir d'un intérêt qu'ils ont dans le livre puis ouvrir leur connaissance en ajoutant d'autres documentaires. Alors ici, on nous dit par exemple que la Rafflesia, qui est aussi appelée la fleur cadavre, est la plus grande fleur simple au monde. En général, on la sent avant de la voir. Elle pue la chair en décomposition. Bon appétit. Cette plante étonnante vit cachée dans les lianes de la forêt comme un parasite. On ne peut la voir que quand elle fleurit. Puis on nous dit « L'énorme fleur de Rafflesia dégage une odeur fétide de viande pourrie. Elle est pollinisée par les mouches qui se nourrissent de chair en décomposition. L'odeur les incite à visiter la fleur. » Et là, on est dans la section sur les végétaux. Sauf que on a donc une genre des relations qui sont tissées entre les différentes sections. Donc, bien qu'on soit dans la section des végétaux, on va nous faire des liens avec la section des animaux en nous parlant ici de la guêpe faucon tarentule qui, elle, va paralyser une araignée avec son aiguillon avant de pondre un œuf sur son abdomen. La larve de guêpe pénètre dans l'araignée et s'en nourrit, évitant les organes vitaux pour la laisser en vie le plus longtemps possible. Et quel est le lien, donc, avec la plante? Bien, c'est que dans les deux cas, on est dans des espèces parasites. Donc, des espèces qui vont utiliser un hôte pour réussir à survivre. C'est vraiment un documentaire très, très complet sur le cycle de la vie et les différentes espèces végétales et animales qu'on va trouver dans la planète, pas sur la planète Terre. Nico, je t'ai vu brandir le doigt. C'est quoi? Je ne vais pas ouvrir vos micros. C'est quoi le nom de la plante qu'Anne-Marie vient de vous lire? Vous êtes bien chanceuse que je n'ouvre pas vos micros. La littérature documentaire, c'est une littérature informative où on apprend des choses, ce qui veut dire que ça demande une attention particulière, je pense. Soit on lit ou on se fait lire, bon. Mais du documentaire, on lit pour retenir, je pense. En tout cas, bon. Puis là, il n'y a personne qui a retenu. C'est pas grave. Il n'y a pas un test. Mais moi, on peut se poser, il faut se poser la question. Si on fait un retour sur ce qu'on vient de lire ou de demander de faire lire, et qu'il n'y a personne dans le groupe qui peut faire un retour, est-ce qu'on a lu trop vite? Est-ce que ça... Il ne faut peut-être pas passer à la page suivante. Il faut s'assurer que la lecture informative soit bien retenue quand on la lit, même si elle n'a pas un but évaluatif. Anne-Marie, je te laisse poursuivre avec ton livre. Oui. En fait, je voulais ajouter simplement qu'il y avait aussi, donc, au tout début, un très beau passage sur l'espace. Donc, quand on parle des cycles de la vie, on oublie que l'espace, c'est un exemple quand même vraiment important de vie. Là. Je veux dire, c'est à partir de là que tout a commencé. Et on a donc une belle section qui va aussi intéresser là, une partie des lecteurs, c'est sûr, qui aiment ce sujet-là. Encore avec une fois, de l'information morcelée disposée partout dans l'image, des espaces aussi plus historiques où on va nous parler, par exemple, ici de Georges Lemaître, qui était en 1927 un astronome belge qui fut le premier à suggérer que l'univers a commencé par un Big Bang. À l'époque, peu d'astronomes le croyaient. Il n'y avait pas beaucoup d'astronautes non plus en 1927. Donc, on a comme ça une section bien intéressante sur l'univers. Et c'est là qu'on a notre partie de ping-pong qui va commencer parce que je vois déjà que Nicolas, entre les mains, tu as un autre documentaire que tu voudrais présenter. J'aurais pu poursuivre en vous parlant du documentaire sur les planètes ici que j'ai, mais je pourrais te laisser la parole pour parler des animaux. Alors, je ne sais pas ce qu'on est mieux de faire en premier. Je pense que tu as quelques documentaires sur les animaux. Donc, je pourrais peut-être conclure ma partie sur l'espace. Puis après ça, on fera la transition vers les espèces animales, si tu es d'accord. Le deuxième documentaire que j'avais choisi de vous présenter aussi, je ne sais pas, moi, l'espace, c'est quelque chose qui me mystifie un peu. Tu sais, ça reste quand même assez mystérieux de savoir ce qui se passe là-dedans. Je sais qu'il y a de l'exploration spatiale et tout ça, là, mais ça reste quand même assez mystérieux. Puis, ce qui me fascine, moi, c'est que de plus en plus, on entend des astronomes
répondre à la question, est-ce qu'il pourrait exister de la vie ailleurs? Par la réponse, ben pourquoi pas? Je veux dire, ça serait tellement illogique qu'on soit les seuls dans cet univers, tu sais. Et on dirait qu'on entendait moins ça avant. Tu sais, avant, on était plus comme dans une réponse comme, ben non, on n'a pas de preuves. Mais là, on dirait que la pensée, elle s'ouvre un petit peu plus sur ouais, mais qu'est-ce qui nous dit que ça se peut pas? Alors, c'est peut-être pour ça que je suis fascinée par l'espace. Et on a ici donc Explore, le monde des étoiles et des planètes. C'est aussi chez MD. Regardez, on commence déjà avec une page percée, comme si on était dans le hublot ou dans le masque du cosmonaute. Et dans Explore, on a encore une fois un documentaire assez classique avec un grand sommaire. Hein. Comme vous voyez, c'est vraiment très bien détaillé. Chacune des sections nous est présentée. Et après avoir parlé, disons, plus globalement de l'espace, vous allez voir que souvent, dans les documentaires qu'on a à vous présenter aujourd'hui, on commence par établir des faits ou établir comme une base commune. Ici, qu'est-ce que c'est l'espace? Bon, ben, on a cette théorie-là plus commune qui répond à une grande question de base. Ensuite, ben, on va nous parler de comment on observe le ciel, les gens qui l'ont observé avant nous, les fameuses constellations qui sont si attrayantes. Ah, il y en a plein. Ça me donne envie d'aller regarder les constellations. Les observatoires, quelle est notre place dans l'espace? Et ensuite, on embarque dans, vous savez, bien, le système solaire, mais vous connaissez la phrase, là? Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle. Bien là, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une nouvelle phrase. C'était plus mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète, parce que Pluton, c'est plus une planète. Mais là, je ne me rappelle plus de la nouvelle phrase. C'est mon vieux, tu m'as joué un. Tu m'as jeté un navet. Non, je ne sais plus c'est quoi, mais il y a une nouvelle phrase qu'on pouvait utiliser pour se rappeler de l'ordre des planètes. Et donc, on embarque vraiment à partir du Soleil. Premier mot de la phrase, on va faire l'ensemble du système solaire en s'éloignant de plus en plus du Soleil, qui est notre étoile centrale. Donc, Mercure, Vénus, la Terre, etc., etc. Puis, on a aussi une section qui va intéresser, donc je vous ai parlé des inventions tout à l'heure. On va revenir aux inventions plus tard aussi, mais il y a ceux qui aimeront les inventions vont apprécier la section sur les sondes spatiales. Alors, tous ces engins spatiaux qui ont été inventés pour aller sonder, trouver de l'information sur le cosmos. Quel type pas de narration, mais quel type de texte on va trouver? Je vais vous lire un petit exemple pour que vous ayez comme un peu la sensation du texte, là, que vous voyez le type de langage qui est utilisé. Alors, sonde spatiale. À partir des années 1950, les humains ont commencé à lancer des engins spatiaux appelés sondes spatiales pour explorer notre système solaire. Ces sondes peuvent orbiter autour d'objets dans l'espace ou même s'y poser. Elles contiennent des instruments qui aident les scientifiques à mieux comprendre notre univers. Et là, on nous donne des exemples. Par exemple, la sonde solaire Parker. Pour étudier le Soleil, cette sonde s'est approchée à 6,1 millions de kilomètres de sa surface et a pénétré la couronne solaire. Elle doit résister à des températures pouvant atteindre 1377 degrés Celsius. Fiche info. Sa date de lancement, août 2018. Le type d'engin spatial, c'est un orbiteur. La taille, elle fait 2,3 mètres de longueur et sa mission, elle est en cours, donc elle n'est toujours pas terminée. Des informations techniques comme ça qui nous sont offertes. Je vais céder la place de l'espace. On va se rendre dans le règne animal avec Nicolas qui voulait renchérir donc, dans ce ping-pong de documentaire. Et surtout pour parler, quand on parle de documentaire, c'est de la lecture informative. Les jeunes, excuse-moi parce que je me rends compte que Anne-Marie elle ne se pourra plus de m'écouter après tous ces temps que je... Mon vieux, on va la lire la phrase. Ah, Qu'est-ce mon que tu vieux, écris? tu m'as jeté sur un nuage. Ben Ah, voilà. voilà. Ben oui, en plus, il y a le côté quand même astronomique avec les nuages. Je suis ravi de parler du genre documentaire. Pour moi, c'est un genre super important. Les jeunes, tout au long de leur cursus primaire, élémentaire, puis même, bon, plus tard, c'est de la lecture informative. On demande aux jeunes, on évalue les jeunes
par rapport à leur grammaire, leur vocabulaire. On leur demande d'utiliser un dictionnaire et un documentaire a souvent un sommaire et un glossaire. Il y a bien des mots en AIRE, là, tu sais, à la fin. C'est des mots informatifs. Les jeunes, donné, quand ils entendent des mots en AIRE à la fin, de manière subconsciente, savent qu'il va y avoir de l'information. Anne-Marie vous a parlé du livre des records Guinness, c'est pas pour rien. Alors que dans ce livre-là, il y a un homme qui a les ongles les plus longs du monde, là, c'est dégueulasse. Mais tu as des jeunes qui le lisent. OK, le livre, les documentaires sont empruntés pour 3 choses. N'oubliez pas que c'est souvent des gros livres. Soit que l'enfant l'emprunte, même s'il ne sait pas lire, juste parce que c'est un gros livre, puis l'enfant, il veut emprunter un gros livre. Laissez-les emprunter un gros livre à la bibliothèque, c'est correct. Option 2, parce qu'il a vu quelqu'un d'autre le lire et que ça avait de l'air cool. Même si ce n'est pas ce qu'il y a dedans. Option 3, c'est un enfant. Alors qu'on se tue à faire lire des jeunes qui ont des difficultés de lecture, ce qui est très honorable, puis il faut le faire. Mais il y a des jeunes que c'est pas la... Ils aiment lire, mais c'est pas la fiction qui les allume, c'est de l'information. Il ne faut pas les laisser tomber, ces jeunes-là. Parce que, outre le gars qui a les ongles les plus longs, là, du monde dégueulasse, tu as aussi dans le livre des records Guinness des records mathématiques, les structures les plus hautes au monde. Bon, c'est pas dégueulasse, c'est pas... Mais ça en met plein la vue pour certains lecteurs, certaines lectrices. Le documentaire est une lecture informative qui permet de faire lire une famille entière. Parce que notre but, Anne-Marie et moi, c'est pas juste de vous présenter des livres et de vous dire quoi en faire, mais on est convaincus que la lecture, ça réunit. C'est pas vrai que c'est juste l'album du lapin malin qui mange un pissenlit ou le dernier Harry Potter qui va réunir une famille au complet autour du livre. Le documentaire permet ça. Alors que c'est de l'information, quand on le laisse traîner sur une table, le documentaire est lu sur plusieurs générations, peu importe le lectorat qui est visé. Puis, excuse-moi, Nicolas, mais c'est aussi des livres qui vont accompagner les jeunes pendant longtemps parce que justement, si moi j'ai regardé les images, en 92, j'avais 7 ans, c'est sûr que je n'allais pas lire ça. Mais si j'ai regardé les images pendant 2 ans parce que ça me fascinait, mais il y a des fortes chances qu'après, j'ai commencé à lire les textes aussi. Donc, les livres vont intéresser les jeunes pendant longtemps parce qu'ils vont découvrir des nouvelles couches de sens pendant longtemps. Je vais vous en montrer un tantôt, d'ailleurs, qui va vraiment dans ce sens-là, qui a comme fasciné ma fille, mais qui va la fasciner probablement dans quelques années quand elle va vieillir aussi. Je garde le suspense. Là, j'aimerais vous parler d'un livre qui a été publié chez Hatier, qui est une maison d'édition que vous connaissez sans doute. Tu vois ça, la thématique, là, ce que tu lis, ça va toujours te sauver. Mais ce n'est pas un livre sur les animaux. Ça serait trop simple. Il y en a tellement de livres. C'est les animaux qui ont changé le monde. Et ça, c'est pas rien. Parler aux jeunes de leurs animaux de compagnie, pour ceux qui en ont, tout le monde tripe sur les animaux. Non, je ne pourrais pas vous montrer les animaux, je n'ai pas le temps. Il y a quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé le 11 novembre? C'était quoi le 11 novembre? Le jour du souvenir. Merci beaucoup, Audrey. Ça fait plaisir. Le jour du souvenir, les jeunes reconnaissent souvent, parce que c'est ce qu'on apprend, c'est la fleur. Mais moi, je te présente un livre, Ces animaux. Excuse-moi, c'est juste qu'il est très lourd. Heureusement que ce n'est pas ma fleur de tantôt. Tu as bien raison, non, elle sent différent. Alors, je vous présente, cher ami,
La pigeonne qui a sauvé des soldats. Est-ce qu'un oiseau peut sauver un être humain? Déjà, je pourrais te faire une journée complète avec les ados, avec les jeunes sur cette question, avant de leur faire découvrir ce qui est écrit. En effet, en passant, la pigeonne, en fait, c'était avec les messages qu'elle transportait. Bon. Regardez le texte. Il y en a beaucoup. Le genre documentaire, je trouve, à travers les livres qu'on vous présente, ce qu'on a choisi, Anne-Marie et moi, ce sont des livres où le texte est un peu costaud. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas une phrase par page. Mais savez-vous quoi? Ça vient nourrir des jeunes qui en demandent. Puis de l'information présentée de manière éparse permet de retenir. Parce que ça ne suffit pas de lire, encore faut-il le retenir. Disons que c'était un ours polaire et que ça disait la peau de l'ours polaire, qui est la fourrure blanche, sa peau, elle est noire. Ça lui permet de rester chaud parce que le soleil, bon, la réflexion. Bon. L'enfant qui lit ça, il y en a pour quelques jours à aller répéter cette information-là à tout le monde qui connaît parce qu'il se trouve aussi intelligent et avec raison parce que oui, tu as appris quelque chose de nouveau. C'est ça le documentaire. Je vais vous présenter des choses. Non, je ne vais pas vous présenter. Je ne sais pas comment dire, mais je vais le faire comme ça. Je te présente une face. Ça ressemble à mon pitou. Je te dis rien et je te pose la question suivante. Où sommes-nous? Parce qu'il n'y a pas juste les mots, il y a de l'illustration dans du documentaire. On est où? Aux États-Unis. Merci, Audrey. Ça fait plaisir. Je vous ai parlé du 11 septembre. Du 11 novembre, pardon. Il y a aussi eu le 11 septembre. Combien de tours sont tombées le 11 septembre? 2, merci. Combien de chiens ont aidé à sauver des gens des décombres? On ne sait pas, il n'y a pas personne qui a parlé de ça. Puis Non, pourtant, mais dans un documentaire, c'est tu ça. peux trouver ta réponse. Exactement. Et avant de vous donner la réponse, c'est ça que je veux vous dire. Un enfant qui se pose une question, puis de grâce, ayez ce réflexe-là. Si tu te poses une question, sans doute que la réponse se trouve dans un documentaire. Va à la bibliothèque, va à la librairie. Des fois, tu as un coin de lecture dans la classe, dans ta salle. Va chercher 300 chiens. En 24 heures, ont été amenés sur, je ne veux pas dire les débris, là, mais le lieu. Près de 300 chiens ont aidé les équipes de sauvetage à New York après la chute des 2 tours. Roselle, une Golden Retriever, a guidé son propriétaire aveugle à l'extérieur des bâtiments après l'effondrement. Quant à Nike, que vous voyez ici, il a réconforté les sauveteurs pendant que la crise, que ça se passait. Un chien quelqu'un qui réconforte, est-ce qu'il est aussi héroïque que quelqu'un qui soigne? Moi, je pense que oui. Et maintenant, ceux qui réconfortent, il n'y a pas juste les animaux, il y a aussi les enfants. Et voici l'autre ligne. Les enfants, pas qui ont changé le monde, pas qui ont... Non. Qui ont transformé le monde. Et je trouve que le choix du V est brillant. Qui ont transformé. Je vous en présente quelques-uns. Peut-être que vous les connaissez. Et regardez comment, premièrement, avant de vous les présenter, je vais vous présenter le sommaire. Au lieu de vous présenter le nom d'une personne, puis va à telle page pour le lire, on vous présente les gens selon ce qu'ils ont fait.
penser et inventer, rêver et créer, guider et triompher, et plus encore. Triompher, qu'est-ce que ça veut dire pour un... Même pas juste pour un enfant, pour un ado, qu'est-ce que ça veut dire triompher? C'est lourd de sens, je trouve, comme verbe. Puis je pense qu'avant de leur présenter ceux qui ont triomphé, on pourrait peut-être décortiquer le mot. Comme ça, ils vont encore plus saisir le sens des gens qui vont découvrir. Je vous en présente. Je vais faire vite. Excuse-moi, Marie, je sais que je parle trop tout le temps. Mais pendant que tu cherches ta page, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que ce qui est fascinant dans tous ces documentaires-là, c'est qu'on peut tous les mettre en relation les uns avec les autres. Tu as parlé tantôt des animaux qui ont changé le monde. Bien, là, toi, tu fais le lien avec les enfants qui ont transformé le monde. Mais moi, j'aurais fait le lien avec un autre livre que j'ai, qui est les animaux qui nous ont inspirés pour faire des inventions. Je vais vous en parler plus tard, inquiétez-vous pas. Mais tous ces livres-là, il y a une page, un élément qu'on peut vraiment mettre en relation avec un autre. Puis ça, pour faire des réseaux littéraires, des réseaux de sens, des réseaux d'intérêt, pour aller capter le plus grand public possible parmi une classe ou parmi un groupe de jeunes, c'est tellement extraordinaire. Puis vous pouvez même mettre au défi les jeunes de eux faire des liens d'un livre à l'autre. On n'a pas besoin de leur donner tout cuit dans le bec, ces liens-là, mais on leur donne 2 documentaires. Nous, on sait quel lien on peut faire entre les deux. Puis on leur dit, essayez de trouver des choses qui résonnent, qui sont en lien d'un livre à l'autre. Puis après, ils vont en discuter. Puis peut-être que les liens auxquels vous avez pensé, ce n'est pas les liens qu'eux auront vus. Et là, vous allez voir comment eux résonnent aussi, puis comment eux font des liens dans la pensée. Moi, ça me fascine. À chaque fois qu'on présente un corpus de documentaire, je suis impressionnée de voir comment tous ces livres-là, il y a au moins une phrase qui résonne avec un autre livre du même corpus. Absolument. Et quand je vous parle de... On parlait des enfants et puis des gens qui ont changé le monde. Citation. Quand quelqu'un me dit que c'est impossible, j'essaie de lui montrer qu'il a tort. Ça vient d'un enfant. Ça vient de Boyan Slat. Et c'est un jeune garçon qui a décidé de un peu, regarde, grosso modo, nettoyer les océans. C'est tous les détritus qui s'y trouvent. Il y a des documentaires qui présentent des êtres humains, mais qui ont l'âge des lecteurs que le livre vise. Ça, c'est brillant. Ça veut dire, est-ce que tu peux en faire autant? Est-ce que tu peux faire pareil? Est-ce que tu peux t'inspirer? Parce qu'honnêtement, entre ados ou entre jeunes, il n'y a pas meilleur vecteur de marketing qu'un autre enfant pour se convaincre que quelque chose est chouette. Cet enfant-là a réussi à ramasser le plastique à travers les océans. Et ce que je veux vous montrer, c'est surtout... Excusez, là, il est lourd. Ceci, c'est que le genre documentaire, n'oubliez jamais que pour les lecteurs, les lectrices, pour plusieurs, c'est où on passe de l'illustration à la photo, au vrai, à des vraies photos qui ne sont pas illustrées, où on vous présente des choses qui sont vraies. Et je trouve ça très important d'en parler, parce que l'illustration en littérature jeunesse est très importante. Quand on arrive au documentaire, il ne faut pas que ce soit moins bien pensé parce que le vrai, honnêtement, avec les tablettes et tout ce qui se passe, les jeunes y ont accès à du vrai. Alors, dans le documentaire, non seulement il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit bien présenté parce qu'on veut que ce soit lu. Nicolas, tu permets, je ne vous présente pas ça vraiment longtemps, mais c'est juste que je suis allée chercher dans la bibliothèque pendant que tu parlais. C'est pas un documentaire, OK? C'est un album qui est publié chez Multimonde. Mais voyez les liens qu'on peut faire avec ce que Nicolas vient de montrer. Ça s'appelle Greta et les géants. Greta et les géants, une histoire inspirée du combat de Greta Thunberg pour sauver la planète. Et là, on est dans un album pour les plus jeunes, là. Un album qui raconte l'histoire de Greta, où il y a des géants qui sont venus saccager la forêt, grosso modo, puis Greta, petit enfant, a posé des actions qui auront mené au départ des géants, puis à la régénération de la forêt, puis au fait que tout le monde aura pu vivre heureux dans la forêt. Grosso modo, là, je vous résume ça vraiment grossièrement. Mais
c'est pas je sais qu'on est dans une soirée documentaire, ça c'est un album, on peut faire des liens avec le documentaire, mais regardez par contre à la fin. Regardez, vous avez 2 pages d'informations documentaires sur la vraie Greta Thunberg où on nous dit « Cette histoire est inspirée d'une petite fille nommée Greta Thunberg. Greta n'était pas bien plus âgée que toi lorsqu'elle a découvert quelque chose qu'on appelle le changement climatique, etc., etc. » Et là, on va nous raconter l'histoire de Greta Thunberg et cette citation pour faire écho à ce que tu disais. « Personne n'est trop petit pour changer le monde. » Elle aurait bien pu aller discuter avec celui que tu nous as présenté qui nettoyait les océans, assurément. Mais donc, je voulais juste faire un clin d'œil chez Multimonde de cet album inspiré, en fait, du personnage de Greta. Audrey, est-ce que tu veux... j'ai lu ce que tu viens d'écrire. Est-ce que tu veux en parler? Parce que je trouve ça brillant parce que je l'ai lu puis j'aimerais ça qu'on en parle. Ben, c'est que Carniard, je ne sais pas si vous la connaissez, là, mais qui fait sur mieux enseigner beaucoup de matériel pédagogique. Moi, c'est une fille avec qui je suis allée au secondaire, puis on se partage beaucoup d'albums, autant du documentaire que de l'album jeunesse pour travailler. Puis, ben, j'essaye de partir de ça pour parler avec mes élèves. Fait que moi, quand tu me parles des enfants qui ont transformé ou qui ont changé le monde à leur façon, ben, la belle Ruby Bridges, ben, elle a quand même fait changer la mentalité d'une communauté parce que ça va y avoir pris 1 an, 2 ans. C'est la première petite cocotte de 5 ans. Elle a passé un test d'aptitude pour aller dans une école, mais c'est une école de blanc. Puis la petite cocotte, elle est noire. Puis ils vont être comme 6 filles à avoir été sélectionnées. Puis il y en a une qui va se désister. Puis il y en a sur les 5 qui restent, il y en a 4 qui vont dans la même école. Puis Ruby se retrouve dans une autre école. Elle sera la seule. Et les images, moi, ils ont frappé mes élèves. Ça en a fait pleurer les images dans ce film, dans cet album-là avec les jeunes. Fait que de voir que les enfants peuvent transformer ou changer le monde. Moi, c'est le premier lien que je fais, c'est avec Ruby Bridges parce que je le travaille à chaque année. Puis je le retravaille encore cette année. Il est dans mon réseau littéraire là, pour le mois de février. Fait que c'est ça. Ça me fait penser tout de suite à elle. C'est réconfortant aussi parce que, Ouais. surtout, on parlait là, des actions climatiques, des actions pour l'environnement. On parle beaucoup d'éco-anxiété en ce moment, Ouais. mais d'avoir des livres comme ça qui montrent aux enfants qu'eux, ils peuvent changer quelque chose puis Ouais. qu'ils peuvent être vecteurs de changement pour la société de demain. Il y a quelque chose de très, très, très rassurant, il me semble, pour les enfants. Et tout n'est pas perdu, là. Il y a encore de l'espoir pour l'avenir. Audrey, Anne-Marie, tu vas me pardonner parce que je vais divaguer. Audrey, on parle d'une jeune fille de couleur. Oui. Qu'est-ce que tu fais si on l'avait traitée avec le mot en N dans le livre? Qu'est-ce que tu aurais fait avec le livre? Ben, j'utilise Freedom, l'incroyable histoire de l'Underground Railroad aussi. Et je mets en contexte et j'ai avisé ma direction. C'est un mot qui a existé. C'est un mot qui a une pertinence. C'est un mot qui était utilisé à une certaine époque. C'est correct qu'il soit plus tolérable maintenant quand on l'utilise de manière péjorative, mais ça a existé. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'histoire. Fait que moi, je l'utilise, je le mets en contexte, je le vulgarise, je l'explique, je dis de où ça part. Je fais aussi un lien avec la langue espagnole parce que je le parle un peu et la couleur, elle ne changera pas son nom. En noir, en espagnol, c'est negro. Donc, on n'a pas le choix de l'utiliser, mais il y a une façon diplomate, simple et culturelle à l'utiliser dans nos classes. Puis moi, je ne l'ai pas changé, je ne l'ai pas biffé dans l'album Freedom. Et mes élèves ont appris à ne pas prononcer ce mot-là à connotation péjorative, mais pour parler de l'histoire, c'était tolérable, c'était accepté. Ce que j'aime beaucoup avec ce que tu viens de dire et que je vais continuer avec les livres, c'est que tu as dit un mot, un verbe, contextualiser. Ouais. Le genre documentaire, c'est ça aussi. Ouais. On a beau dire que c'est une information, il faut la contextualiser parce que ton documentaire, si ça parle de changement climatique, de culture, Racisme, culture. Même si ton livre, il ne tient pas juste à un fil puis une corde, là, il faut soit que tu le contextualises, mais que tu en fasses quelque chose dans ta bibliothèque. Ouais. Parce que le genre documentaire, quand on parle d'être humain, l'évolution se passe, faisant ce que tu en veux. Et c'est justement ce qui se passe. Et puis j'ai découvert
quelque chose qui me fait. J'ai lu un livre que je pensais qu'elle allait me faire chier, là, puis je le dis entre nous, là, parce qu'on est des grandes personnes. Moi, la biologie, la journée où on m'a fait disséquer un cadavre de grenouille et que quand j'ai pris le bistouri, il y a eu un petit jus qui m'a touché le visage. Attends, non, je ne vais pas mourir. OK. Oh mon Dieu, j'apprends toujours des choses sur toi, Nico. Hey, mais sais que faut moi- pas être épais faire ça à des jeunes, des Hey, moi, ados. au secondaire, je faisais les dissections 2 fois parce que j'ai faisais aux journées portes ouvertes. Fait que j'ai faisais avant tout le monde. La prof, elle m'apprenait les dissections avant tout le monde pour que j'ai fasse pour show et off les dissections aux journées portes ouvertes. J'adorais ça. Mais qui fait faire ça à des enfants? Ma C'est prof. horrible. C'est un cadavre. On avait Anyway. des fœtus de porc. Un œil de bœuf et un fœtus de porc. Voilà, c'est tout. C'est peut-être la dernière journée qu'Anne-Marie et moi, nous parlons. Je vous l'annonce. Un fœtus. J'espère que tu niaises. Je le sais qu'elle n'est pas, en plus, j'en connais. Pas en tout. C'est vrai, vrai, vrai. Donc, je tombe sur. Je sais même plus comment récupérer ce que je disais. OK. Je tombe sur un livre qui s'appelle Les merveilles. Là, déjà, tu te dis. Ça, c'est un cerveau qui explose, implose, là, faisant que vous en voulez. Oui, c'est ça qui se passe. Mais ça, là, ce que vous voyez, ce que je trouve génial, et c'est un ami enseignant qui me l'a fait remarquer. Donc, le livre s'appelle Les merveilles de la biologie humaine. Et mon ami enseignant me dit, la couverture que tu vois, là, c'est le quotidien de mes ados. Une tête qui explose. Tout ce que tu vois là, qui sort de cette tête-là, c'est fait de ça le quotidien d'un enfant. Ben lui, ça va être des ados, là, fait que c'est des ados. Bon. Mais même des jeunes. C'est vrai, j'ai trouvé ça vrai. On ne s'arrête jamais à étudier la couverture, l'illustration de la couverture d'un documentaire, alors que ça n'aurait pas pu être illustré de meilleure manière. Ça explose. Donc, à la fois, c'est fascinant, c'est vraiment ça qui se passe dans la tête d'un jeune. Donc, Anne-Marie et moi avons découvert quelque chose récemment et je vais vous poser la question suivante. Un dictionnaire, qui est pour moi un bon documentaire, mais... Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas un mot qui m'excitait autant que la page, quand tu trouves la page couverture, qu'il y a des drapeaux. Là, levez la main si vous me suivez, parce que sinon, honnêtement, là, quand vous me suivez, il y a les drapeaux. Selon vous, c'est quoi la page la plus populaire dans un dictionnaire pour un enfant? Pierre-Luc a répondu. Pierre-Luc. Puis ça, je me doutais pas. Tu vois, on voit c'est qui les coquins. Puis je trouvais c'était le corps humain, puis je n'y avais jamais pensé, parce que moi, pour vrai, c'était les drapeaux qui me fascinaient. Le corps humain fascine. Le corps humain est une machine formidablement complexe qui renferme 206 os, 650 muscles et 75 millions de cellules. Regardez comme c'est étrange comment c'est présenté. Alors que depuis le début, on vous présente des documentaires qui sont bourrés de textes, condensés, denses, alors qu'ici, on est dans le 3 phrases par page. Nicolas. Alors que la couverture ne te ferait pas penser que c'est comme ça. On va comprendre comment que nous sommes en passant, vous êtes une machine. Il y en a qui fonctionnent moins vite, il y en a qui fonctionnent un peu plus, c'est selon. Je pense qu'il y a un souci éditorial important à se dire que dans des documentaires, il faut que ça reste accessible. Oui, on veut mettre de l'information, on veut apprendre,
à travers le plaisir de lire. Mais parfois, quelques phrases par page est important. Parce que l'enfant, oui, il y a juste une information. Non, en fait, je vous ai donné 3 informations mathématiques dans ce que je viens de vous lire. Si l'enfant en retient une seule, c'est déjà beau, mais ça suffit parfois. Puis le documentaire, c'est pas vrai que c'est juste du dictionnaire, du condensé, du bourré, tout ça. Mais Parce attends, que Nico, je veux juste que tu remontes la page que tu as montrée, s'il te plaît. On voyait une coupe, est-ce qu'on dit transversale? Une coupe de poils, de peau et de poils. Donc, l'image que vous voyez à droite de l'écran. Nico, dis une phrase pour qu'on voit que ton image apparaisse en gros plan. Parfait. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous voyez l'image en gros plan? Parfait, Nico, merci. On a vu l'image. Je vais vous montrer maintenant une page tirée du fameux documentaire « Les animaux, ses inventeurs » que je vous ai dit que j'allais vous présenter plus tard. Mais Nicolas vous a parlé de la peau des ours polaires tantôt, hein, qui sous le poil, le poil n'est pas blanc, soit dit en passant. Le poil, c'est des espèces de tubes vides et la réflexion du soleil sur ces tubes-là donne l'impression que le poil est blanc. Et regardez, on a une coupe comme celle que Nicolas vient de vous montrer, mais en illustration ici où on voit aussi donc la coupe de la peau, mais de l'ours polaire. Alors, quand je vous disais qu'il y a des liens à faire d'un livre à l'autre et que tout est réseauté, mais on le voit très bien ici, mais on a changé d'espèce animale. Par contre, ça nous donne l'impression qu'on n'est peut-être pas si loin que ça des ours polaires. Pendant que je suis sur cette page-là, je vais juste vous montrer à quel point c'est différent de ce que vous venez de voir. Là, on est dans un documentaire qui... Je vais juste couper. Véronique, je te dis bonjour, bonsoir, puis on se parle bientôt, OK? Bye. Alors ici, on est dans un documentaire qui nous explique comment les animaux ont influencé la technologie d'aujourd'hui. Donc, comment, en observant les animaux, ce qu'on invente aujourd'hui est modifié. C'est-à-dire que, par exemple, avec l'ours polaire, quand on comprend comment son poil est fait pour justement donc capter les rayons du soleil dans les tubes et avec la couche noire, emmagasiner la chaleur, bien, on comprend comment aujourd'hui les vêtements vont pouvoir être faits, puis comment l'isolation des maisons va être modifiée. Ça nous est expliqué dans les textes qui sont ici. Je vais juste vous le montrer, là. Les animaux, ses inventeurs, qui était publié chez Multimonde, donc de Christine Dorion et Jodia Herban. Donc, c'était pour faire un petit peu le clin d'œil à la coupe transversale que tu as montrée. Alors, encore là, on va pouvoir faire des liens d'un livre à l'autre. Absolument. Et puis, quand on parle, j'aimerais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous rappeler votre enfance. Quand vous étiez petite et petit, parfois, vous allez recueillir des feuilles, puis les coincer dans un livre pour des herbiers, puis qu'importe. Le genre documentaire, chez Urtubise, ils ont compris qu'il ne faut pas juste que ce soit informatif, mais que ça peut être beau. C'est pas vrai que c'est juste des albums qui sont beaux parce que c'est des illustrateurs. Je veux dire, il y a des illustrateurs qui ont illustré les documentaires. Et je vous prends. OK, je vais faire l'inverse. Voilà. Non, ça, je te le montre. Voici un livre qui s'appelle L'anthologie des animaux qui réunit une centaine de créatures sauvages, des plus grosses aux plus petites. Je vous présente le kangourou. Je ne vais pas vous lire l'histoire du kangourou. Vous savez c'est quoi un kangourou. Mais je vous présente comment il est beau. Alors, ce livre-ci, il est beau. Mais pourquoi est-ce qu'on va prendre le soin de faire un beau livre quand c'est juste pour mettre de l'information? Parce que tu ne mets pas n'importe quoi entre les mains d'un enfant. Même quand c'est de la lecture informative. Et je trouve que Urtubise a bien compris ça. Et cette fois-ci, je
Là, je suis tombé sur une bestiole que je voulais pas voir. Je vais vous montrer un colibri, c'est plus chouette que. C'est parce que j'étais tombé sur un œil de grenouille. Le genre documentaire, et je le rappelle, permet aux jeunes de passer de l'illustration au vrai. Oui, il va y avoir du vrai sur des tablettes, sur des whatever. Mais dans le livre, c'est important. Si ce livre-ci parlait de pays, de changement climatique, éventuellement, il faudrait s'assurer qu'il est à jour. Exemple, si on parlait de l'URSS dans ce livre-là, on se doute que, bon, il faudrait soit le contextualiser ou pas le... Non. Les animaux, et vous le savez, et je vais vous faire sourire parce que c'est une thématique sans faille. Si vous êtes en pénurie d'inspiration, les amis, les animaux et les documentaires sur les animaux permettent de découvrir des... Je ne sais pas comment le dire en français. À chaque fois, je demande à Anne-Marie, puis j'arrive pas à le dire. Fun facts. Des faits étonnants, mettons, des faits coquins. Non, pas étonnants. C'est ça que les gens veulent savoir. Là, ce qu'Anne-Marie, moi, je ne savais pas qu'il n'y en avait pas des poils blancs sur l'ours polaire, puis que c'est des tubes. Mais si j'étais un enfant, j'en ai pour une semaine à répéter cette information-là à tout le monde que je connais parce que je me trouve aussi intelligent. Avec raison, parce que j'ai appris quelque chose de nouveau. Prenez n'importe quel documentaire voué à la jeunesse, vous êtes certaine et certain d'apprendre au moins un élément nouveau. Et on partage l'élément appris d'une manière ludique, d'une manière amusante. Mais non seulement le jeune, à travers ces livres-là, il a lu, il a retenu. Et je pense que c'est important de le dire parce que c'est pas vrai que ce beau livre-là, je le dépose sur une table, puis je dis, lis ça, il y a un test dans une semaine. Je n'ai même pas à dire, lis-le, je le sais qu'il va être lu. Parce qu'il y a des documentaires comme celui-ci qui méritent d'être laissés traîner. Puis quand ils sont laissés traîner, ils sont lus sur plus d'une génération. L'enfant le lit, l'adolescent le lit. Sais-tu quoi, des fois, le papa ou la maman, pour aller à la salle de toilette, c'est la meilleure lecture de salle de toilette en passant, ça va être lu. Et je pense que même s'ils sont gros, puis on parle souvent des livres pour adultes, des coffee table books. On va offrir des livres à nos amis, offrir-leur des documentaires. Anne-Marie. Bien, écoute, je vais reprendre la balle au bon parce que tu avais abordé cette question-là tout à l'heure, puis je vous avais dit que je vous présenterais un livre que ma fille sur lequel ma fille a vraiment accroché quand je lui ai montré. Pourtant, ce n'est pas du tout un livre qui s'adresse à son âge, mais je vais vous montrer la page qui l'a attirée et vous allez voir le lien avec les animaux. Qu'est-ce qu'on voit ici selon vous? Que quelqu'un veut répondre? Les papillons. Les papillons. Regardez de plus proche. Ce n'est pas un papillon, c'est un robot. Regardez le livre. Les robots. C'est un robot, donc inspiré du morpho, et c'est un papillon qui est utilisé, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, mais notamment, ça peut être utilisé pour la surveillance. Ça pourrait éventuellement être utilisé pour la livraison. Et dans ce documentaire sur les robots, on nous présente toutes les sortes de robots qui existent. Ils sont classés selon leurs usages. Alors, vous avez, par exemple, je vais aller voir la bibliographie, le sommaire ici. Là, vous avez tronc commun sur les robots, comme on l'a dit tantôt, donc les informations de base pour savoir qu'est-ce que c'est un robot et à quoi ça sert. Les robots pour la maison, les robots pour le travail, les robots au quotidien, les robots de l'extrême et les super robots. Alors, les différentes sections qui nous parlent des différents types de robots. On avait le morpho, ici, le robot morpho. Puis après ça, il y a une page complète sur comment les animaux ont influencé le mouvement de différentes espèces de robots. Alors, vous avez ici donc des robots qui se déplacent en sautant, comme le kangourou. Vous avez des robots qui se déplacent comme un serpent.
Vous avez des robots qui se déplacent comme un singe, donc en s'agrippant. Et vous avez aussi des robots qui vont se déplacer comme un gecko, donc pouvoir aller là, sur les murs, s'accrocher aux surfaces des murs. Moi, ça me fascine là, de dire que dans la vie, il y a des gens qui ont inventé ça, là, qui ont pensé à inventer ça. Oui, Nico? Je vais t'interrompre juste pour dire quelque chose de super important sur le genre documentaire avec les livres qu'on vous présente. Moi, j'ai un couple d'amis, excusez-moi, ils sont deux fiscalistes, sont plates pour mourir, mais je les aime d'amour parce que c'est mes amis. Ils ne lisent pas de fiction, mais ils lisent du documentaire. Leur enfant lit du documentaire. Et je tiens juste à rappeler à travers cette conférence-ci que c'est un genre que on peut développer le plaisir de lire à travers de la lecture informative. Parce qu'il y a des jeunes, c'est ça qu'ils recherchent, sont curieux, curieuses, puis ils ne trippent pas fiction, mais ils trippent à lire pareil. Puis je pense que, bref, c'est juste ça que je voulais rappeler. Oui, puis aussi, tu sais, mettons, si je prends l'exemple de ma famille, dans mon cocon familial, c'est la famille nucléaire, là. Il n'y a personne chez moi là, qui s'intéresse à ça, la robotique, puis tu sais, on n'est pas des scientifiques robotiques et ingénierie, pantoute. Fait que si moi, je ne mets pas des livres comme ça sur la table, il n'y a personne qui parle de ça à ma fille. Donc, ma fille, ben oui, à l'école, elle apprend des choses, là, mais tu sais, il faut donner la chance aux enfants de s'intéresser à des choses qui ne nous intéressent pas. C'est un peu ça que je veux dire. Peut-être que moi, les robots, ça ne me fascine pas, là. Mais si je ne lui donne jamais de livre, si, tu sais, elle, quand elle a vu le robot qui danse ici, elle m'a demandé, c'est qui ce robot-là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est important? Puis là, j'ai parlé du rythme. Les talents de danseur de Nao ont beaucoup contribué à sa célébrité. Là, je lui ai expliqué ça. Je lui ai vulgarisé des sections. Ben, elle a développé un intérêt qui ne serait jamais arrivé dans sa vie si moi, je n'avais pas montré ce livre-là. Alors, il y a ça aussi, c'est que ça peut ouvrir des portes qui ne sont pas nécessairement ouvertes par nos intérêts d'adultes à nous. Donc, à partir de cet ouvrage-là, Le robot, elle a 6 ans, ma fille. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas pantoute de son âge de lire un livre comme ça. Mais après, regardez, et là, ça va faire la boucle aussi avec ce que je vous ai dit en intro. Je vous ai montré le livre des inventions de 1992, mais je ne vous ai pas montré en intro la grande encyclopédie des inventions des années 2020. Et regardez ça ici. Puis qui on retrouve sur la couverture? On retrouve aussi un robot. Alors, encore une fois, en faisant des liens d'un ouvrage à l'autre, je lui ai présenté la grande encyclopédie des inventions. Et là, la grande encyclopédie des inventions va aller titiller une autre fibre d'intérêt des jeunes qu'on n'avait pas vue dans les robots, mais la fibre historique. Parce qu'on oublie des fois, moi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai préparé ce corpus-là, je l'ai préparé pour présenter dans une école à Montréal récemment, puis j'avais tous mes documentaires autour de moi. Puis là, on est un peu pressé, hein? On travaille, là, go, j'ai une présentation demain, il faut que je prépare. Là, je me concentre, je suis super focus. OK, des documentaires. Puis là, j'arrive dans la grande encyclopédie des inventions. Moi, dans la tête, j'ai le livre des inventions. Mais non, regarde la couverture. C'est une encyclopédie. C'est quoi une encyclopédie, donc? Ah oui, OK, on va voir toutes les inventions. Et donc, ça veut dire qu'on commence avec les premières inventions. Moi, je n'avais pas pensé qu'on allait commencer par là quand j'ai regardé le livre des inventions. Je me suis dit, ils vont me dire c'est quoi la dernière voiture, puis depuis quand la pagette, c'est off. Là. Mais je ne pensais pas qu'on allait commencer avec la faucille. Là. On commence vraiment avec les toutes premières inventions. Et il y a toute la fibre historique qui va arriver aussi. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'est un bon canal aussi pour entrer en contact avec cette thématique-là. La roue, sur les mers à la voile. Celui-ci, je trouve qu'il me fait penser à des documentaires plus classiques qu'on avait dans les années 90-2000, mais qui ont mis au goût du jour, mais des documentaires plus classiques en ce sens qu'on a un texte d'introduction avec une typographie plus grande, des petits textes descriptifs et des encadrés avec de grandes photographies. Donc, on est dans un style qui ne va pas nous dépayser là, comme lecteur.
le moulin, etc. Et dans les différentes sections, donc, il y a les premières inventions. Ensuite, on a bâtir le monde moderne, parce que ça en a pris des inventions aussi pour bâtir le monde qu'on connaît aujourd'hui. Les outils. Là, on vient d'agripper un autre groupe de lecteurs là, en parlant des outils. On a ensuite les moyens de transport. On vient d'aller chercher un autre groupe de lecteurs en parlant des différents moyens de transport. On poursuit avec la communication. Et là, moi, j'en ai un encore. Je l'ai gardé, mon vieux Nokia. Si vous avez encore votre vieux Nokia ou votre téléphone à flap ou un téléphone à cadran, apportez-le en classe. Là, ils n'ont jamais vu ça. Donc, on garde ces objets-là puis on les réutilise. Ça s'appelle travail écologique. On reprend nos vieux téléphones puis on se fait croire qu'on est écolo en les réutilisant. Donc, Anne-Marie, excuse-moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse un lien entre le documentaire et la fiction, parce qu'il y a bien des livres qui n'ont pas été publiés en 2022, là, donc, puis que vous avez dans vos bibliothèques, et qu'il y a des téléphones. Il faut les mettre en contexte et c'est délicieux d'amener un vieux téléphone comme Anne-Marie parle, son vieux Nokia, parce que les jeunes, ils savent fuck all ce que c'est. Ils ne sauraient même pas s'en servir. On avait un jeu de serpent. Il fallait que le serpent mange des petites boules sur l'écran qui était gros comme ça. On jouait au serpent là-dessus. C'était comme technologie. Mais ce qu'on connaissait, c'était le Game Boy. Là. Fait qu'on trouvait ça bien extraordinaire. Mais servez-vous-en, parce que ça aussi, amener de l'objet, il y a un livre, il y a de l'information, c'est un documentaire. Amener des choses en lien avec ça pour le rendre tangible. Puis aussi, je voudrais partager le commentaire d'Audrey. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les dossiers documentaires que les enseignants d'univers social, géo-histoire utilisent pour leurs notes de cours ou pour les examens au secondaire, effectivement. Donc, on est dans un style qui va être quand même assez didactique puis visuel aussi. Pour finir, donc, il y a donc les informations sur les inventions de la vie domestique, les ampoules, les panneaux solaires. Je ne sais pas si vous voyez un peu ici. On continue avec la santé. Donc, en bonne santé. Ici, on a par exemple comment on faisait pour mesurer l'activité cardiaque. Je vous laisse essayer de comprendre ce qui se passe dans cette image-là où il y a un monsieur qui se fait un bain de pied. Il faudra lire le documentaire pour savoir ce qui s'est passé. Ça aussi, ça reste une activité super intéressante. Tu pars d'une photo, tu demandes à un groupe, mettons que vous en avez 25, qu'est-ce que tu vois? Puis là, tu leur arrives avec un fun fact, une information qui est vraie, mais qui est quand même étonnante. Et oui, ça... on pourrait même faire une situation d'écriture là, à partir de ça. Écrire une histoire où ces personnages-là sont en train d'échanger un dialogue. Donc là, l'eau n'est pas chaude aujourd'hui. Puis non, c'est pas de l'eau, monsieur, c'est du mercure. Bon. Et on conclut avec l'espace. Et vous me permettrez de faire donc un retour sur Explore où on pourrait aller comparer les informations qu'ils nous ont données. Et quand on regarde le dossier sur l'espace puis qu'on regarde Explore, c'est intéressant aussi quand vous étudiez avec les jeunes. Si vous êtes, par exemple, à la fin du primaire, au 3e cycle, où tout le texte narratif est étudié, de comprendre la structure du documentaire, c'est important. De voir que 2 documentaires sur la même thématique sont structurés complètement différemment. Et pourquoi est-ce qu'ils sont structurés différemment? Puis même, on pourrait y aller avec, dans l'appréciation, quelle est la structure que tu considères comme étant la plus efficace? Laquelle, toi, t'a permis de mieux comprendre les informations? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais là, on peut aller même dans un travail d'argumentation, texte argumentatif, pour expliquer pourquoi on a trouvé que telle ou telle structure, elle était plus efficace qu'une autre. Je te relance la balle, Nico, si tu avais un écho à faire avec ça. Oui, merci. En fait, ce que je voulais faire, c'était surtout avec le livre que tu as présenté chez Marcel Didier. Il y a un documentaire qui est sorti que j'ai trouvé brillant parce que un peu, pas comme des romans dont vous êtes le héros, là, mais vous allez me suivre. Là. On ne fait pas juste te donner de l'information, on s'adresse à toi. Donc, sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi tu as l'affaire? Sais-tu pourquoi
on s'adresse à toi, puis pour certains jeunes se sentir interpellés, c'est pas une lecture, c'est une lecture différente. C'est bon. Et pour vous montrer comment vous êtes moins brillant que les enfants, combien d'espèces d'animaux vivent sur Terre? Si j'en vois un qui tape sur Google, je vais m'énerver. Hein. On devrait faire The Price is Right. Alors, vous dites chacun un chiffre, un nombre, puis la personne qui est le plus proche sans avoir dépassé gagne. Et si vous ne voulez pas dépasser, vous pouvez dire 1. Audrey dit beaucoup. Ça, c'est quand même assez sécuritaire comme réponse. Hein? Oui, mais hey, Audrey, tu m'énerves. Ça, là, c'est trop safe. C'est 8,7 millions. Et on C'est vraiment beaucoup. représente 8,7 millions, pardon, j'ai parlé trop. Excusez, avec le gloss du livre, il y a peut-être un... Bon. Et on vous les représente en strates. Les animaux, en passant des mammifères aux oiseaux, aux reptiles, aux amphibiens, aux poissons, aux invertébrés. Ah, je vais vous faire chier. Je repose la même question. Puis je viens de vous dire l'info. Combien d'espèces d'animaux vivent sur Terre? Allez, Audrey a réponse à répondu. tout le monde. Mais ça, là, ça a l'air un peu con comme la Lune, la question que je viens de vous poser. Mais si vous avez un groupe et que vous posez et qu'il n'y en a pas un qui répond, passez pas à la prochaine page. Dites-vous qu'il y a de quoi qui n'a pas été saisi, qu'il faut, ça reste la lecture informative, puis même si c'est amusant, parce que c'est amusant à apprendre, on veut que ça soit retenu. Puis je sais que je reviens tout le temps sur ce foutu verbe-là, mais c'est important. Mais Nicolas, aussi, Oui. une autre façon de faire ça aussi, parce que des fois, on veut que ça soit retenu, mais il ne faut pas non plus qu'à chacune des lectures qu'on fait, on fasse une vérification de rétention comme ça, puis que ça soit super sévère, puis qu'à un moment donné, ça soit rendu plate pour les enfants. Cela dit, au fur et à mesure qu'ils vont s'habituer à ce que vous posez des questions, ils vont devenir de plus en plus habilités à répondre, c'est-à-dire qu'ils vont s'habituer à devoir retenir. Mais ce que vous pouvez faire aussi, quand vous faites par exemple, vous avez un documentaire, vous leur présentez plusieurs pages. Dans le fond, avec un docu comme ça, on ne peut pas leur dire aujourd'hui, on fait la lecture du documentaire, on s'assoit et on lit tout, ou bien on lit une page par jour, ça va être long là, à un moment donné. Donc, ce que vous allez faire comme présentation, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment, mais en vous adressant à des enfants, c'est-à-dire en étant à leur niveau, en leur faisant la lecture d'extraits, etc. Ce que vous pourriez faire, c'est que si vous avez présenté 5 ou 6 pages, puis que vous avez nommé des informations dans ces pages-là, vous leur posez des questions, mais vous ne leur donnez pas les réponses et vous leur donnez le défi d'aller trouver les réponses dans le documentaire au fur et à mesure que la semaine passe. C'est-à-dire que là, vous laissez le documentaire en exposition pendant une semaine. Chaque enfant a reçu, par exemple, une liste de 3 questions en lien avec les présentations que vous avez faites. Puis quand ils ont fini un travail ou quand ils ont une période de libre, ils peuvent aller feuilleter les documentaires pour retrouver les questions-réponses que vous avez posées. Et même, vous pouvez leur demander d'inventer à leur tour une question à partir d'une page que vous n'avez pas présentée. Puis là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de les forcer à feuilleter le livre, puis ils vont trouver du plaisir parce qu'il y a un côté défi là-dedans, il y a un côté ludique, tu sais. Alors, je trouve que quand on pose des questions, on n'est pas toujours obligé de donner les réponses. On peut laisser ça en suspens puis leur dire, c'est ta job d'aller chercher la réponse. Parlant de questions et de réponses. Et là, juste avant de poursuivre, j'ai vu un mot qui disait insecte, puis je suis curieux de savoir c'était quoi le reste du message, mais j'arrive pas. Est-ce que les insectes sont compris dans ton 8,7 millions? Eh bien, oui, mais que les insectes sont compris, puis les insectes vont être là bien après que les humains ne soient plus là. Ce que j'aime avec ce livre, c'est qu'il me fait rendre compte à quel point nous, adultes, on est imbéciles par rapport aux jeunes sur certains sujets. Par exemple, la préhistoire et les dinosaures. Tout ce qui est bestiole préhistorique, quand un jeune s'y intéresse, il connaît tout sur le sujet. Vraiment, on sent un peu. Et ce livre-là, il vous en présente. Bon,
ce qu'on pense. Mais le sujet pourrait être, voici le T-Rex, pas en français, moi en anglais, T-Rex, bon. Mais c'est pas juste voici les caractéristiques, c'est qu'est-ce qu'il mangeait? Tu te doutes qu'il mangeait d'autres bestioles. Mais là, c'est une manière d'introduire les jeunes à c'est quoi un carnivore. Il y a plein d'animaux. Je veux dire, moi, j'en ai chez moi des animaux. J'ai un conjoint qui est carnivore. J'ai bien des enfants qui sont carnivores. Mais c'est quoi un carnivore? Puis avec quelque chose que les jeunes connaissent, donc les dinosaures, la préhistoire, on peut aborder des... Tu sais, introduire des sujets plus, j'ose dire, scientifiques ou vous me suivez. Ce livre-ci vous permet, ce que moi et Anne-Marie, on vous parle depuis le début, tu sais, des petites questions de participation, juste pour être sûr que ta gang a suivi ce que tu dis. Ça s'appelle des quiz express. Après avoir lu le chapitre qui se tient sur 2 doubles pages, donc 2 doubles pages, on te pose la question, combien de dents avait le tyrannosaure? À quoi lui servait sa queue? Et les ptérodactyles, qu'est-ce que c'était? Ces 3 questions-là, honnêtement, je m'en servirais pour une activité scolaire. Ça, c'est du tout cuit dans le bec pour des professionnels qui veulent inclure le genre documentaire dans leurs activités éducatives, dans leur cours. Tout est là. Puis, je vais dire une grossièreté, mais je vais le dire. Alors, Marilyn Audrey, Marie-Denise, tout le monde, pardonnez-moi d'avance. Parfois, peut-être par manque de temps, il faut du tout cuit dans le bec. C'est-à-dire avoir un livre qu'on sait que c'est une valeur sûre, puis que dans lequel tout est tout cuit dans le bec, donc ça vient avec des activités, puis on sait ce qu'on peut faire avec. C'est exactement ça, ce livre-ci, qui s'appelle Sais-tu pourquoi? Et je trouve que le titre est bien pensé parce que ça interpelle l'enfant. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi quoi? Mais sais-tu pourquoi? Telle affaire, parce qu'il y a plein d'affaires dans ce livre-là. Le genre documentaire, à la fois, c'est pas pour gaver l'information à un enfant. C'est pour apprendre en s'amusant. Combien de fois qu'on a... Hey, depuis combien d'années qu'on essaie de dire aux enseignants, l'idée, c'est d'apprendre en s'amusant. Mais le genre documentaire permet ça. Parce que les jeunes le lisent, puis pas juste d'une manière évaluative. Un roman, tu vas être évalué. On va te demander un résumé, un compte-rendu de lecture. C'était qui les personnages principaux? Ça se passe où? À quelle époque? Quand est-ce qu'on va évaluer un jeune sur un documentaire? Jamais. Et justement, le plaisir de lire passe par le documentaire, juste avec ça. Anne-Marie, à toi. Bien aussi, le documentaire que tu viens de présenter, sais-tu pourquoi? Je ne le connais pas. Moi, je ne l'ai pas feuilleté, mais d'après ce que j'en comprends aussi, c'est un documentaire avec une panoplie de sujets. Comparativement à plusieurs des documentaires qu'on vous a présentés jusqu'ici, qui étaient très axés sur un sujet, les robots, l'espace, la nature, les animaux. C'est une très, très bonne introduction parce que justement, vous commencez l'année ou vous commencez la période où vous parlez des documentaires avec un documentaire comme celui-là, ça va vous permet de prendre le pouls. Ah, ils ont beaucoup accroché sur la page sur les monarques. Ah, ils ont beaucoup accroché sur le corps humain. Ah, ils ont plus accroché sur la technologie. Puis là, à partir de là, vous allez pouvoir faire vos choix de documentaires en vous fiant à leurs intérêts parce que une fois qu'on a parlé de ça, du plaisir de lire par le documentaire, mais sur un sujet qui nous intéresse, tu sais, moi, si on me donne un documentaire sur un sujet que je ne comprends pas et qui ne m'intéresse pas, peut-être que je vais m'y intéresser, mais c'est peut-être pas le premier sujet qui va me donner envie de découvrir d'autres documentaires. Donc là, ça vous permet de raffiner. Ce qui me permet, si tu permets, Marie, de vous suggérer d'utiliser vos vieilleries. National Geographic, le documentaire, on en a beaucoup qui traînent. Des vieilleries.
qui servent. Le genre documentaire, comme vous pouvez voir, ce qu'on a fait avec vous dans les dernières minutes, permet aussi de voyager. Dans le genre documentaire, tu voyages non seulement à travers les pays, à travers les espèces animales, mais à travers le temps. Ça te permet de savoir d'où tu viens, avec la robotique peut-être de ce qui s'en vient. Puis tu n'as pas dépensé un sou, mais tu as voyagé beaucoup. Donc, c'est pas vrai que c'est juste la fiction qui nous permet d'arriver chez Poudlard, grand bien face à Poudlard, mais le genre documentaire permet aussi de s'évader à travers la lecture. Et je pense que c'est important, parce qu'on pense souvent, et c'est important de penser aux jeunes qui sont un peu plus récalcitrants à la lecture, qu'on veut accrocher. Mais il y a des jeunes que c'est la lecture informative qui les intéresse. Il ne faut pas les laisser tomber, ces jeunes-là. C'est pas vrai parce qu'un jeune aime lire qu'on peut se dire « Ah, le travail est déjà fait, il sait lire, il aime lire. » Oui, il faut se concentrer sur tout le monde, mais la lecture informative permet ça. À travers les documentaires qu'Anne-Marie et moi vous a présentés ce soir, ça vous permet de voir que c'est un genre littéraire qui est précieux. Parce que même quand on vieillit, il y a des adultes qui vont rester dans ce genre-là, qui vont lire de la lecture, qui ne liront pas de fiction. Ils vont lire, puis quand on vieillit, parfois, on se rend compte que c'est le magazine. Il y a des magazines scientifiques qui sont, en passant, le magazine, pour moi, reste un genre. Bref. Faites voyager vos jeunes à travers le genre documentaire, parce qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges, pour tous les types de lecteurs. On vous remercie. Anne-Marie, je vais me permettre de jouer. En fait, non. Je vais conclure en vous remerciant d'avoir participé à notre délire documentaire. Et je vais me permettre de vous poser une question. Est-ce que vous pouvez, à part le livre des records Guinness, s'il vous plaît, puis le guide de l'auto, c'est quoi votre livre documentaire? Votre coup de cœur? Est-ce que vous en avez un? Parce qu'on pose souvent la question quand on parle d'albums jeunesse, de romans. Quand on parle on ne demande jamais c'est quoi le coup de cœur des gens quand on parle de documentaire. Marie-Laure dit que ça. Bon, évidemment. Il fallait Oui, bien elle que dit que quelqu'un c'est le vrai. dise. C'est une bonne réponse, hein, soit dit en passant. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Les yeux de la découverte. On prend des notes. Oui, on prend des notes parce qu'on aime découvrir. Puis je trouve qu'on partage tout le temps nos suggestions pour de la fiction ou de la BD, des mangas. Hein, on veut découvrir des mangas, mais il y a du documentaire aussi. Ah, Merci. c'est drôle parce que Pierre-Luc, tu as écrit les yeux de la découverte. Là, j'ai googlé les yeux de la découverte. Je suis tombée sur les changements climatiques et il y a un livre que je n'avais pas présenté parce qu'on n'avait pas le temps, mais je vais vous le montrer parce que là, tu m'ouvres la porte, Pierre-Luc. Mais puis vraiment, je vous prends quelques minutes pour ça parce que c'est un genre qu'on n'a pas présenté jusqu'ici aujourd'hui et c'est l'Atlas des changements climatiques de chez Urtubise. Donc, que se passe-t-il et comment peut-on agir? Puis encore une fois, même exercice, je me retrouve avec tous mes documentaires, je regarde ça un petit peu vite parce que j'ai du travail à faire. Là, je me dis, regardons, il y a des maps mondes à chaque page. C'est ça qu'il y a des maps. On l'a déjà vu. Il y a déjà. Ah, attends. Mais oui, c'est un atlas. Qu'est-ce que c'est un atlas? À quoi ça sert? Quand on sait ce que c'est, on rouvre le livre, on se dit « Ah, ben oui, c'est brillant. » Regardez, on commence avec la carte du monde, donc à plat, peut-être plus traditionnelle, mais après ça, on va avoir une carte du monde qui nous parle de la population. On nous dit la population accrue. Je vais vous le montrer de plus proche. Vous voyez, donc, les différentes zones sont indiquées au niveau là, de la population, donc où les populations sont plus denses. On a des cartes du monde qui vont nous parler du réchauffement global avec les couleurs qui vont nous indiquer où le réchauffement est plus important. On a des cartes qui vont nous montrer l'action internationale, donc d'un point de vue international, qu'est-ce qui se passe pour contrer les changements climatiques? Et on revient toujours avec cette carte du monde qu'on connaît, qu'on reconnaît. Puis, on est vraiment dans l'iconographie. Hein? C'est ça que j'allais dire avec aussi des informations factuelles dans les marges, très, très brèves, style documentaire, désencadré,
des légendes graphiques qui sont ajoutées. Donc, on est vraiment encore là dans un autre style de documentaire. Et là, ben, le sujet, c'est les changements climatiques. Alors, chacune des cartes parle des changements climatiques. Par exemple, autour de l'alimentation, où est-ce qu'on a les alimentations les plus vertes? Donc, les émissions de gaz à effet de serre par habitant dues à la consommation de la viande. Alors, on peut Je voir l'avais que pas vu, ce livre-là, il est génial. il est vraiment génial. Il est vraiment, vraiment génial parce que c'est clair à comprendre. Des fois, les graphiques, les cartes, il y a quelque chose d'un peu complexe, mais là, visuellement, on regarde, puis tout de suite, oh mon Dieu, aux États-Unis, en Australie, en Amérique du Sud, au Brésil, c'est des lieux où il y a énormément de gaz à effet de serre qui sont faits à cause des viandes. Par contre, dans tel ou tel pays, on a moins de production de gaz à effet de serre. C'est vraiment bien fait. Donc, peut-être, Pierre-Luc, que ce sera complémentaire avec celui que tu nous as mentionné. Et ce que je vous invite à faire, et je vous invite à pas vous coucher là-dessus, mais il y a beaucoup de livres documentaires qui sont des atlas. Ce qui m'invite à vous faire juste réfléchir, qui est Atlas? Et ça vous permet d'introduire la mythologie grecque avec vos jeunes en passant par le documentaire. On s'en reparlera, qui est Atlas, une autre fois. Pensez-y. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est dans le genre documentaire. Excusez, là, parce que je ne veux pas m'emporter dans la mythologie Mais grecque. on va garder précieusement. Je suis en train de lire les recommandations que vous avez faites dans le fil de la discussion. Je vous invite à copier-coller le fil de la discussion aussi si vous voulez conserver ces recommandations-là. Et on conclut avec une autre recommandation de Pierre-Luc qui est dans le corpus qu'on vous présente aujourd'hui, donc chez Urtubise, la collection Super. Je vais au moins nommer cet ouvrage-là puisque vous aimez déjà les ouvrages produits par cette maison. Alors, on ne peut faire que le nommer à nouveau. Bien, Nicolas, merci pour tes belles présentations. Merci à vous d'avoir été là toute cette soirée. Je vous souhaite beaucoup de belles découvertes littéraires et documentaires. Puis, ben, si vous avez aimé la formule des conférences du soir, je vous dis peut-être à la prochaine. On aura probablement l'occasion de récidiver pour une prochaine édition des conférences du soir. Belle lecture. À très bientôt.